Il est 13h, bonjour à tous, merci de votre attention. Voici les titres à la une de l'actualité ce dimanche. À l'issue du séminaire gouvernemental tenu cette semaine, l'équipe gouvernementale dirigée par le Premier ministre Patrick Hachi a dressé sa feuille de route pour l'année 2021. D'importants défis sont à relever par chaque département ministériel. Des défis qui devront se traduire sur le terrain par des actions et des réalisations. En quoi consisteront ces actions prioritaires? Éléments à suivre en début de journal. On a voté hier, samedi 24 avril 2021, dans la circonscription électorale d'Arikoka, Niakaramadougou et Tortilla pour choisir son représentant à l'Assemblée nationale. Plus de 20 000 électeurs étaient appelés aux urnes. Les résultats de ce scrutin ont été livrés hier au cours de la dernière édition d'information de 23h. Résultats à suivre dans cette édition. Pandémie Covid-19, l'Inde submergée par la deuxième vague. Vendredi dernier, près de 350 000 nouveaux cas ont été détectés. 2760 personnes ont officiellement trouvé la mort. Un bilan humain aggravé par la saturation totale du système hospitalier. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonjour à tous. Un lit pour dormir, un toit sur la tête, un repas chaud dans une assiette et une famille pour faire la fête. Assurément, tous les enfants de ce monde y ont droit, mais malheureusement, ce n'est pas toujours le cas au regard des différents scénarios qui meublent les pages de la vie. Fort heureusement, certaines institutions existent pour apporter un brin de réconfort à ces cris parfois silencieux d'enfants en détresse, des cris qui résonnent comme un SOS. Au nombre de ces institutions, les villages d'enfants SOS qui ont aujourd'hui atteint le grand âge de la maturité qui est de 50 ans. Au bout de 50 ans d'existence, quel bilan pour l'institution? Mesdames et messieurs, voici la question principale autour de laquelle graviteront nos échanges ce 13h dans le cadre du Dimanche Magazine avec le directeur national SOS Village d'enfants de Côte d'Ivoire, M. Oumarou Koala. Monsieur le directeur, bonjour. Bonjour, monsieur Guivet. Et merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci. Je vous retrouve dans une trentaine de minutes pour aborder le sujet à l'ordre du jour. Mais avant, sachez que le président de la République, Alassane Ouattara, est rentré à Abidjan hier samedi en début de soirée. Comme vous pouvez le constater sur ces images, après un séjour de 2 semaines à l'étranger. Le chef de l'État était en France, puis il s'est rendu à Brazzaville le 16 avril dernier pour prendre part à la cérémonie d'investiture de son homologue, le président Denis Sassou Nguesso. Il a été accueilli par son épouse, la première dame de Côte d'Ivoire, par le Premier ministre et plusieurs membres du gouvernement, ainsi que par la haute hiérarchie militaire et un détachement des forces armées de Côte d'Ivoire qui lui a rendu les honneurs militaires. Premier titre de cette édition, nous le disions à l'instant, à l'issue du séminaire gouvernemental bien tenu cette semaine, l'équipe gouvernementale dirigée par le Premier ministre Patrick Hachi a dressé sa feuille de route pour l'année 2021. D'importants défis sont à relever par chaque département ministériel. Sur le terrain, cela va se traduire par des actions et des réalisations dont les impacts devront améliorer le quotidien des populations. Quelles seront ces actions prioritaires dans les secteurs de l'éducation, de la santé, de l'emploi jeune, de l'enseignement supérieur et de la sécurité? La réponse dans ce sujet proposé par Mahama Traoré. La Côte d'Ivoire de 2030 se prépare maintenant. Le gouvernement de Patrick Hachi l'a compris et entend d'ici l'échéance mener chaque année des actions d'envergure dans les secteurs prioritaires. En 2021, celui de la sécurité connaîtra une montée en puissance de la lutte antiterroriste, de même que les actions de protection civile. Nous entendons améliorer le rendement des services de police, mais aussi et surtout déployer davantage les sapeurs-pompiers civils sur toute l'étendue du territoire national. Une des grosses préoccupations aussi, c'est la lutte contre le terrorisme. Les moyens devront être dégagés pour que notre lutte gagne en efficacité. Besoin d'être rassurés sur le plan sécuritaire, les Ivoiriens attendent également de l'être sur le plan sanitaire dans un contexte où le virus de la Covid-19 est encore actif. Le ministère de la Santé va ainsi intensifier sa stratégie vaccinale dans les semaines à venir. Le renforcement du plateau technique va également se poursuivre en 2021 avec la construction et la réhabilitation de plusieurs édifices sanitaires à Abidjan et à l'intérieur du pays. La Côte d'Ivoire va se donner les moyens d'avoir tous les types de vaccins. Et nous allons faire en sorte que partout où tous ceux qui sont en âge d'être vaccinés, ils pourront se vacciner pour se protéger contre cette maladie. D'ici la fin d'année, c'est plus de 300 lits supplémentaires qui seront servis, plus de 100 blocs opératoires. Nous allons augmenter l'accessibilité aux soins de santé par l'opérationnalisation de la CMU, la vulgarisation. Et nous allons travailler avec tous les Ivoiriens pour que chacun, en arrivant à l'hôpital, n'ait pas la peur au ventre. Parce que l'objectif de la couverture maladie universelle, c'est de faire en sorte que lorsque vous arrivez à l'hôpital, quel que soit votre statut, vous puissiez être pris en charge. Dans le secteur de l'éducation,
Que va impliquer la mise en œuvre du décret d'application de la suppression des frais COJES? La réponse sera connue dans les semaines à venir. En parallèle, le ministère de l'Éducation va mener des actions d'envergure. Il s'agit d'intensifier la construction et l'équipement des écoles et des collèges de proximité. Au niveau de la qualité, il s'agit de voir comment recruter des enseignants qualifiés et comment également faire en sorte que le niveau des élèves soit meilleur. Donc ce deuxième défi au niveau de la qualité, c'est la qualité et l'excellence. Le troisième niveau de défi, c'est celui de la gouvernance. Il s'agit de voir comment financer l'école. Au niveau de l'enseignement supérieur, de nouvelles universités devraient ouvrir leurs portes cette année. Bien sûr, les chantiers en cours vont continuer. Vous avez actuellement l'université de San Pedro qui est en construction. La première phase de l'université qui, à terme, devra accueillir 3000 étudiants, a été réalisée à 40%. Il reste les 60% et les travaux continuent. Nous avons bon espoir d'achever ce qu'on appelle le bouclage financier sur l'université, de telle sorte qu'en octobre 2021, on puisse ouvrir cette université. Et de l'autre côté, vous avez l'université de Bontougou, financée par la Banque islamique de développement, qui est en cours de réalisation et les travaux vont bon train. Et là également, normalement, nous devons pouvoir ouvrir cette université en octobre 2022. Pour les apprenants déjà aptes pour le marché de l'emploi, des dispositifs d'insertion socio-professionnelle sont prévus par le gouvernement. Tous les programmes qui sont en cours vont continuer, mais au-delà de ces programmes, nous allons explorer toutes les possibilités, comme je l'ai dit, et avec le secteur privé et avec les autres ministères sectoriels, nous allons explorer toutes les possibilités pour aller beaucoup plus loin dans les résultats donc déjà obtenus. La feuille de route désormais dressée au niveau de chaque département ministériel, Patrick Hachi ne demande qu'une chose aux membres du gouvernement, des actions suivies de résultats afin d'améliorer le quotidien des populations. Et deuxième titre de ce journal, on a voté hier samedi 24 avril 2021 dans la circonscription électorale d'Arikouka, Niakaramadougou et Tortilla pour choisir son représentant à l'Assemblée nationale. Plus de 20 000 électeurs étaient appelés aux urnes. L'élection législative du 6 mars dernier, souvenez-vous, n'avait pu se tenir dans cette circonscription suite au décès d'une candidate. 5 candidats étaient en lice pour le poste de député. Et les résultats de ce scrutin ont été livrés hier au cours de la dernière édition d'information de 23h par Émile Hébretier, porte-parole de la commission électorale indépendante. Élection des députés à l'Assemblée nationale, scrutin du 24 avril 2021. Région du Hambol. Circonscription 097. Arikouka, Niakaramandougou et Tortilla, commune et sous-préfecture. Population électorale, 20 241. Votants, 10 396. Taux de participation, 51,36%. Bulletin nul, 237, soit 2,28%. Bulletin blanc, 170, soit 1,67%. Suffrage exprimé, 10 159. Ont obtenu SD, Sungari Kone, 100, soit 0,98%. EPD, Traoré Karidia, 1312, soit 12,91%. TKL, Touré Cleury Lazare, 711, soit 7%. RHDP, Kone Catherine, 6074, soit 59,79%. Guibes, Guibesongi Dacier Kone Séverin, 1792, soit 17,64%. Est élu RHDP, Kone Catherine, 6014, soit 59,79%.
Voilà les candidats désormais fixés sur l'issue de ce scrutin dans leur circonscription. Loin du champ lexical électoral, 3 entreprises de transport urbain ont reçu 50 taxis-compteurs flambant neufs à l'initiative du Fonds de développement des transports routiers. La remise des clés de ces véhicules s'est déroulée à Biétry, au siège de l'Office de la sécurité routière Lozère, en présence du ministre des Transports, Amadou Koné. Objectif, donner un coup d'accélérateur au programme de renouvellement du parc automobile en Côte d'Ivoire. Lanciné Bakayoko. Ces 50 taxis-compteurs neufs représentent la première vague des 200 qui seront entièrement livrés aux entreprises de transport, régulièrement constituées au plus tard en juillet prochain. Ce projet, appelé aussi Taxi Ivoire, s'inscrit dans le vaste programme de renouvellement du parc automobile, mis en route par l'État avec l'accompagnement opérationnel du Fonds de développement des transports routiers. Il s'agit pour l'État de participer davantage à une intégration stratégique des entreprises de transport dans une dynamique de modernisation et de développement, et surtout de mener avec vous une nouvelle vision du métier de transporteur en matière de taxi-compteur en Côte d'Ivoire. Ce projet d'augmentation de l'offre de taxi-compteurs dans la ville d'Abidjan va intégrer un volet formation. Les 3 entreprises bénéficiaires de ce premier lot de taxi-compteurs mesurent la confiance placée en elles et assurent d'être des modèles de gestion. Nous nous engageons à en faire très bon usage et permettre aux autres transporteurs justement de bénéficier de ce programme-là par le sérieux que nous mettrons justement dans la gestion. Faire bon usage des engins, ce n'est pas seulement de les maintenir propres, mais surtout de respecter les usagers et éviter l'incivisme qui provoque les accidents mortels sur nos routes. Il faut que nous ayons des professionnels, de vrais professionnels, qui croient au taxi, qui croient au transport, qui ne viennent pas au transport pour arrondir les fins de mois. Et puis à l'endroit des chauffeurs, soient repérés comme des taxis où il y a la sécurité, des taxis où il y a le confort, des taxis où le juste prix à travers le compteur est payé. La phase pilote de ce projet de Taxi Ivoire lancé en 2017 a mobilisé 100 taxis-compteurs. Parlons à présent d'agriculture. Le prix du cacao payé aux planteurs pour la récolte intermédiaire 2020-2021 en Côte d'Ivoire a été revu à la baisse à 750 francs CFA par kilo contre 1000 francs CFA auparavant. Le commerce équitable, lui, dispose d'un fort potentiel que les producteurs cherchent à monnayer. Le réseau ivoirien du commerce équitable est en campagne pour promouvoir le label auprès des agriculteurs et consommateurs. Lanciné Bakayoko. Selon les experts, le cacao ivoirien, pour être labellisé, doit assurer un revenu décent aux producteurs. Dans un contexte de chute des prix bord champ, le commerce équitable reste donc la solution efficace pour une meilleure rémunération grâce notamment à l'application du différentiel de revenus décents. Cette année, par exemple, pour la petite campagne intermédiaire, le prix minimum fair trade doit s'appliquer parce que ce prix minimum fair trade va permettre aux producteurs de percevoir la somme de 925 francs CFA au lieu de 750 francs comme promis par l'État. Auprès des producteurs, il est question d'insister sur la traçabilité du cacao ivoirien et la qualité du chocolat certifié, toujours bien apprécié au niveau des marchés occidentaux. Notre appui donc consiste à d'abord les entraîner, les enseigner sur comment produire aux conditions, on va dire, durables, et ensuite comment se rendre attirant pour des acheteurs, comme des gros chocolatiers, qui leur permettrait donc de réduire la chaîne d'approvisionnement. Ça leur permet de vendre mieux. Malgré son potentiel, la part du cacao équitable dans la production nationale ivoirienne est seulement de 250 000 tonnes, soit moins de 10%. D'où l'intérêt d'intensifier la sensibilisation destinée à faire connaître les bénéfices de l'équitable. Aujourd'hui, près de 300 000 producteurs sont certifiés commerce équitable en Côte d'Ivoire. Nous sommes en plein dans le mois de Ramadan et les fidèles musulmans observent le jeûne. Le ministre Touré Mamadou a fait don de 8 tonnes de sucre à la communauté musulmane de Daloa, une action dirigée à l'endroit des plus démunis de cette ville pour leur permettre de passer un bon mois de Ramadan. Djeniba Ouattara. Le mois de jeûne musulman est un moment de pénitence, de rapprochement à Allah, mais également de partage. C'est dans ce cadre que le ministre Mamadou Touré apporte son soutien à la communauté musulmane de la commune de Daloa. Un don de 8 tonnes de sucre réceptionné par le premier magistrat de la commune. Objectif,
permettre à la communauté musulmane d'accomplir ce pilier de l'islam dans la quiétude. Je tiens d'abord, on va dire, à remercier le ministre Mamadou Touré pour cet important don, on va dire, de vivre qu'il fait à l'endroit de la communauté musulmane. Tout ça pour dire que la communauté musulmane est une communauté qui a une place très importante dans, je dirais, la population de Daloa. Ce don a été ensuite distribué aux différentes communautés qui saluent ce geste de solidarité du ministre. Ce mois de carême, c'est un mois de bénédiction. Et Dieu est là, il nous observe. Il accepte tout ce que nous dirons dans ce mois-ci. Donc, nous demandons à la population de bénir le ministre Touré Mamadou et surtout le président de la République. Cette action du ministre Mamadou Touré vise particulièrement à soutenir les familles démunies et à consolider le vivre ensemble. Ici, à Abidjan, à la radiodiffusion télévision ivoirienne, la communauté musulmane, des agents de la RTI, la Commu-Arti, a organisé un moment de partage en cette période de mois de Ramadan. Ce moment de partage et de fraternité avait pour thème le pardon en islam. C'était en présence du directeur général de la RTI et les représentants de certains ministères, Astou Touré, Walter Amadou Ouattara. Le partage, la convivialité et la fraternité au rendez-vous de cette deuxième édition de la rupture collective organisée par la Commu-Arti RTI, entendez communauté musulmane des agents de la RTI. Après un an d'arrêt dû à la crise sanitaire de la Covid-19, la Commu-Arti RTI répond du service cette année avec pour thème le pardon en islam. Une conférence animée par le professeur Yaya Karamoko, imam de la mosquée de l'université Félix Houphouët-Boigny. Pardonner à un être humain, ce n'est pas supporter une perte. Au contraire, c'est un gain, c'est un progrès, c'est une élévation, une dignité accessible aux plus mûrs d'entre nous, ceux qui peuvent trouver l'équilibre facilement entre le courage de défendre certes leurs intérêts et la considération qu'ils peuvent offrir aux situations des autres. La rupture collective, bien qu'étant un acte de foi recommandé par Allah, est aussi une manière de témoigner sa solidarité et son amour pour son prochain. Allah subhanahu wa ta'ala, à travers donc son messager, le prophète de l'islam, le prophète Mohammed, paix et salut de Dieu soit sur lui, il nous dit: le meilleur parmi vous est celui qui est utile pour son semblable. Alors, chers frères et sœurs, soyons plus que utiles pendant ce mois béni de Ramadan. Fosseni Dambélé, directeur général de la RTI, président d'honneur de la Commu-Arti RTI, exhorte les frères et sœurs croyant en Dieu à favoriser un climat de cohésion, d'union et de paix. Saluer l'esprit de fraternité qui règne entre les différentes confessions et leurs pratiquants dans cette maison commune. Nous sommes ici à la RTI à l'image de la Côte d'Ivoire, un pays où la laïcité se conjugue avec la pluralité et la liberté de culte. À cette rupture collective, le Premier ministre Patrick Achi était représenté par Cissé Sabati. Le Premier ministre s'est laissé dire que lorsque le jeûneur émet un vœu, ce vœu est immédiatement exaucé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela qu'il m'a chargé de vous demander à cet instant donc de jeûne, de formuler donc des bénédictions pour la Côte d'Ivoire. La Commu-Arti RTI a été créée en avril 2019. Cette communauté regroupe plus de 200 adhérents. Et direction la ville de Cotonou, la capitale du Bénin, où la cuisine ivoirienne s'exporte bien. Les Ivoiriens sont de plus en plus prisés dans ce pays. Plusieurs Ivoiriennes ont fait une incursion dans le secteur de la gastronomie dans leur pays d'adoption et elles s'en sortent plutôt bien. Les spécialités ivoiriennes comme le foutou, l'atiéké, la loco, plats proposés dans les restaurants, semblent bien apprécier les convives. Vous pouvez manger à Cotonou comme si vous étiez à Abidjan. Michel Digré et Barnabé Conan ont fait l'expérience. Nous sommes au centre-ville de Cotonou. De loin, les sonorités de musique ivoirienne sont perceptibles. À l'intérieur du restaurant, des plats ivoiriens sont servis à la clientèle. Bernard fréquente ce maquis depuis plus d'une dizaine d'années. Quand je suis ici, c'est tout comme si je me sentais à Abidjan. Tous les jours que Dieu fait, on a l'impression que c'est toujours le même goût. Voilà, et je n'hésite pas à ramener d'autres personnes qui ne connaissaient pas le coin, comme
Bérénice aujourd'hui qui est venue la première fois, elle vit en Italie. Et on a décidé de déjeuner ensemble et puis lui a proposé le coin et dit elle va venir voir. Si Bernice a les pieds en Occident, ses mains sont plutôt bien plongées dans la tradition. J'étais tentée de manger avec ma fourchette, mais je me suis dit il faut que je déguste une bonne africaine et j'ai lavé mes mains. C'est un mélange d'igname et de banane. J'en ai mangé, mais celui-ci est meilleur. Dans l'arrière-cour, la cuisine est animée. Si pour tout banane, un riz à manger sur place. Les commandes sont lancées au fur et à mesure que la clientèle s'installe. Au four et au moulin, Marie-Jeanne Adom, propriétaire du restaurant. Depuis une vingtaine d'années, elle essaie d'imposer les plats ivoiriens dans les assiettes des Béninois. J'aimais bien faire la cuisine. Donc quand je suis arrivé au Bénin, il n'y avait pas de restaurant ivoirien. Et je me suis lancé, j'ai dit je vais faire un restaurant ivoirien pour voir ce que ça peut donner. Et c'est comme ça que je me suis lancé, je suis venu chercher le terrain, j'ai mis ça en forme et puis voilà, c'est comme ça que ça a démarré. Sous les apatames, les clients s'impatientent. Et quand les plats sont servis, le soulagement se lit sur les visages. La Côte d'Ivoire était longtemps ma seconde patrie, donc cette gastronomie, je la connais, que j'apprécie. Le fait de Daba, en écoutant la zik ivoirienne, là, ça enjaille grave. Marie-Jeanne s'assure que tout se passe bien. Ils sont très contents de me voir passer, leur demander si ça va, si ça ne va pas. En tout cas, une attention très particulière pour les clients. À quelques encablures de là, un autre restaurant ivoirien. Ici, le foutou est également très prisé et fait partie des menus quotidiens. On vend foutou, banane, foutu igname, du riz, sauce aux graines, aubergines, arachides, agoutis, poisson, viande de bœuf, poulet. La création de la gare routière à côté du restaurant a fait grimper les chiffres d'affaires. Un peu, on a commencé dans un coin, un peu. Les clients venaient, par fini. Dieu merci, on est arrivé avec et tout a évolué. C'est dans cette bâtisse que les plats sont servis. À une vingtaine de mètres de là, la fille de Dame Kouadio tient un étal en attendant des lendemains meilleurs. J'ai commencé avec la vie un peu. Jusqu'à j'ai eu pour moi maintenant. Quand il place là, je vais faire un restaurant plus grand que ça et puis je serai reconnu partout. Être reconnu dans tout Cotonou et même au-delà des frontières du pays, ces braves dames sont aujourd'hui les ambassadrices de la cuisine ivoirienne et font la fierté du drapeau national dans le milieu de la gastronomie béninoise. Voilà, la Côte d'Ivoire qui s'exporte également sur le plan culinaire. Au terme de cette balade culinaire, retour à Abidjan, le top départ à San Pedro. Prenons la direction de San Pedro. Le top départ pour la 3e édition du Festival de San Pedro a été donné. Pendant 3 jours, les festivaliers venus des autres régions du pays et même hors de la Côte d'Ivoire vont découvrir les potentialités économiques, culturelles et touristiques de la 2e ville portuaire. Le lancement de la 3e édition du Festival San Pedro a été fait par le président du Conseil économique, social et environnemental et culturel, le docteur Eugène Akaawele, en présence de l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, Sam Conan, pour le reportage. San Pedro aux couleurs de la 3e édition du festival dénommé Festival San Pedro, une initiative du conseil municipal qui entend ainsi promouvoir les atouts économiques, culturels et touristiques de la 2e ville économique du pays. Le thème de cette année, San Pedro, ville de demain. Oui, San Pedro, ville de demain. San Pedro, espoir de la Côte d'Ivoire. San Pedro, cette belle destination créée pour offrir des terres nouvelles au développement de la Côte d'Ivoire, qui traduit bien notre noble ambition, car la Côte d'Ivoire de demain, c'est véritablement San Pedro. Cette édition, parrainée par l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire et présidée par le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, a été lancée ce vendredi. C'est pour moi une belle occasion de découvrir la 2e ville économique de Côte d'Ivoire, un pays qui est riche en diversité. Et j'ai pu constater que le gouvernement américain fait déjà beaucoup de choses dans cette partie du pays. Et je compte poursuivre et renforcer autant que possible notre coopération pluriforme et aussi, j'espère, l'engagement du secteur privé américain
dans cette partie de la Côte d'Ivoire. Un festival aujourd'hui va savoir lier la recherche de notre identité remarquable, c'est-à-dire notre patrimoine culturel, avec notre vision de développement. Il ne faut jamais oublier d'où nous venons, d'où la partie culturelle extrêmement importante, qui fait partie de notre mission au Conseil économique, social, environnemental et culturel. Nous retrouvons parfaitement tout ceci. Un forum business avec la participation des chambres de commerce et d'industrie ivoiriennes et américaines, des opérateurs économiques du secteur privé, un concours culinaire et gastronomique, des expositions des tenues traditionnelles, des danses traditionnelles et des promenades touristiques en mer vont meubler ces 3 jours de festival à San Pedro. Il est beau ce paysage à San Pedro. Les potentielles candidates au concours de beauté Miss Côte d'Ivoire peuvent à présent commencer à se préparer pour l'édition de cette année. Le comité Miss Côte d'Ivoire a procédé au lancement de la 25e édition du concours de beauté. Les présélections de cette année se dérouleront dans le respect des mesures barrières. Elles auront lieu du 1er mai au 17 juillet 2021 et la finale se tiendra le 6 août à Abidjan. Pour ces présélections, 12 régions seront sillonnées. Issa Chonayeo. Un quart de siècle pour promouvoir la beauté ivoirienne et africaine. Le concours Miss Côte d'Ivoire est lancé pour détecter la plus belle fille du pays. Comme l'année dernière, cette 25e édition du concours de beauté va se dérouler dans le strict respect des mesures barrières. Concrètement, aucune candidate cette année ne pourra participer au concours si elle ne nous a pas présenté de manière officielle un test de négativité à la Covid-19. Tout sera mis en place pour éviter une quelconque contamination. La Miss Côte d'Ivoire, une fois élue, est une ambassadrice de la paix et de la réconciliation. C'est pourquoi, cette année, un accent sera mis sur la cohésion sociale. Je pense que c'est un thème qui est d'actualité, qui nous permettra à ces jeunes filles de s'exprimer, de donner le tempo de ce que la jeunesse ressent à travers la Côte d'Ivoire, parce qu'il faut que nos autorités comprennent et entendent ce que la jeunesse a envie de dire, et je pense que c'est un bon vecteur de communication. Pour cette 25e édition, un trio gagnant sera choisi au lieu d'un quintet. Effectivement, la plupart des pays d'Europe qui sont nos partenaires de référence depuis plus d'une dizaine d'années ne pourra pas organiser, compte tenu des contraintes Covid qui sont encore plus sévères et restrictives là-bas. Nous sortons moins. Ce quintet répondait à une nécessité de pléthore de concours à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Nous n'avons pas trouvé nécessaire d'avoir un quintet, c'est pour ça que nous revenons à un trio. Mais il est évident que quand tout va rentrer dans l'ordre d'ici 1 ou 2 ans, nous pouvons revenir tranquillement au quintet. Le concours Miss Côte d'Ivoire bénéficie du soutien du ministère de la Culture, de l'Industrie culturelle et des Arts du spectacle, et celui du tourisme et des loisirs. Pour être candidate, les filles de 17 à 25 ans devront avoir au minimum, à partir de cette édition, le niveau terminal au lieu de première et être célibataire sans enfant. La présélection démarre le 1er mai à Aboisseau pour prendre fin le 17 juillet 2021 à San Pedro. La finale est prévue à Abidjan le 6 août 2021. Au total, 12 régions seront sillonnées par le comité Miss Côte d'Ivoire, comme ici. Parlons littérature, incursion dans l'univers du pouvoir ou comment être leader et le rester. Léonce Kamano posséderait la recette à cette question et il la propose à travers ce recueil de 12 nouvelles dont le titre éponyme est Le Baya Rouge. Franck Quadio était à la cérémonie dédicace dans la commune de Cocody. Le Baya Rouge, écrit novelliste proposé par Léonce Kamano pour parler de l'argent. D'avidité de lutte tragique pour la conservation et le renforcement du pouvoir, le Baya Rouge est par exemple l'histoire d'un homme qui s'alliera à un marabout pour conserver son entreprise. En réalité, c'est surtout cette difficulté que vivent les chefs, les patrons, les chefs d'entreprise qui, quand vent se marrer, cherchent à se réaliser, à maintenir leur activité. On doit retenir que, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les situations, on doit se confier en Dieu dans tous les cas. C'est lui qui est le maître de toutes choses. Passionné de peinture, en plus de l'art littéraire, Léonce Kamano est déjà auteur de 3 œuvres poétiques. Léonce Kamano, dans ce recueil de nouvelles, aborde plusieurs thèmes de société. Voilà, un reportage de Franck Quadio. Ce qu'il faut également savoir, c'est qu'il faut continuer de redoubler de vigilance. La Covid-19 est toujours présente en Côte d'Ivoire.
Et le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré hier, samedi 24 avril 2021, 55 nouveaux cas de Covid-19 sur 1807 échantillons prélevés, soit 3% de cas positifs, 32 guéris et 2 décès. À la date du 24 avril 2021, la Côte d'Ivoire compte donc 45 820 cas confirmés, dont 45 343 personnes guéries, 281 décès et 196 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 583 627. Le 23 avril, donc 4003 personnes ont été vaccinées, soit un total de 117 227 personnes vaccinées contre la Covid-19. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner dans les centres de vaccination. La vaccination contre la Covid-19, rappelons-le, est gratuite et volontaire. Et justement, deuxième vague en Inde de la pandémie de coronavirus. Vendredi dernier, près de 350 000 nouveaux cas ont été détectés et 2760 personnes ont officiellement trouvé la mort. Un bilan humain aggravé par la saturation totale du système hospitalier. La plupart des grandes villes ont pris des mesures de restriction sanitaire, mais la déferlante devrait s'accentuer. Et selon une étude de l'Université de Washington, le pic de la deuxième vague indienne ne sera pas atteint avant mi-mai, avec plus de 5000 morts par jour à prévoir. Place à présent à l'entretien de ce dimanche magazine. Monsieur le directeur national des villages SOS d'enfants de Côte d'Ivoire, monsieur Oumarou Kouala, je vous retrouve comme annoncé. Les villages SOS enfants de Côte d'Ivoire ont 50 ans et 50 ans, c'est énorme dans la vie d'une institution, n'est-ce pas? Exactement. Merci, monsieur Guivet. Avant tout propos, je voudrais dire merci à la RTI de nous offrir cette opportunité donc, de parler de notre organisation ici en Côte d'Ivoire. Effectivement, 50 ans, c'est beaucoup. Et 50 ans de SOS Village d'enfants en Côte d'Ivoire, c'est 50 ans de partenariat réussi avec le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire. C'est 50 ans d'expérience dans la prise en charge du remplacement des enfants privés de protection parentale. C'est 50 ans de résultats riches pour la promotion des droits de l'enfant et des jeunes. Et ces 3 villages installés sur le territoire ivoirien, après le premier village ouvert en 1971. Donc nous avons 3 villages installés. Et c'est 50 ans au service des enfants de la Côte d'Ivoire, c'est 50 ans de service à la nation ivoirienne. Et justement, sur la création de ces villages, notre reporter Godefroy Okambawa a fait focus. Je vous invite à suivre cet élément. Au début, c'était le village de l'Amitié, créé en 1969 en périphérie d'Abidjan et qui devient plus tard, en 1971, le premier village d'enfants SOS en Afrique. Accueillir les enfants sans soutien parental, orphelins ou abandonnés sont au cœur de l'action de SOS Village d'enfants. La Côte d'Ivoire enregistre aujourd'hui 3 villages SOS à Yamoussoukro, à Aboissou et à Bobo. Celui-ci a été rénové et agrandi au cours de ces dernières années. Il accueille plus d'une centaine d'enfants. Un village ouvert non seulement aux enfants du village SOS, mais aussi dans un souci de solidarité et d'intégration à ceux des familles du voisinage. L'affection et l'engagement du personnel permettent de donner à chaque enfant la chance de pouvoir se construire. Les enfants sont accompagnés par une équipe éducative au quotidien et dans la durée, jusqu'à leur insertion sociale et professionnelle. 50 ans après sa création, plusieurs défis sont à relever. Il s'agit de l'accroissement de la mobilisation des ressources locales, l'autonomisation des structures scolaires et sanitaires. À ces défis majeurs s'ajoute l'amélioration de l'employabilité de tous les jeunes des programmes SOS Village d'enfants Côte d'Ivoire. Alors, monsieur Oumarou Kouala, comme on vient de le voir, que de chemin parcouru en 50 ans? Effectivement, que de chemin parcouru, ça fait plusieurs choses qui ont pu être réalisées, mais avec des défis que nous avons dû surmonter. Alors, 50 ans après, nous avons 3 villages établis sur le territoire et chaque village prend en charge autour de 200 enfants dans différentes familles qui sont établies au sein donc, du village. Et il faut dire que c'est une prise en charge intégrale, une prise en charge holistique qui consacre donc tous les aspects pour l'épanouissement de l'enfant. Alors, de façon plus détaillée, comment fonctionnent ces centres? Alors, il faut dire que SOS Village d'enfants, c'est une organisation. Nous sommes leaders d'ailleurs dans le secteur donc, de la prise en charge du remplacement des enfants qui sont privés de protection parentale ou qui risquent de perdre cette protection parentale-là. Alors, notre prise en charge donc, se veut holistique, c'est-à-dire complète, et nous assurons la prise en charge des enfants du bas âge jusqu'à 23 ans.
Alors, il y a 2 tranches peut-être qu'on peut considérer. On a les enfants de 0 à 7 ans qui seront pris en charge dans les maisons de transit, parce que là, ce sont des nourrissons et c'est des enfants en bas âge. Nous les prenons en charge donc dans les maisons de transit. Et les enfants, après 7 ans, sont pris en charge dans la famille. Alors, cette prise en charge couvre tous les aspects. Il y a l'alimentation, il y a d'abord l'abri, parce que pour nous, le principe fondamental, c'est que chaque enfant a droit à un foyer chaleureux. D'accord. Alors, ces enfants qui n'ont plus de parents et qui sont laissés à eux-mêmes, nous leur offrons donc ce foyer chaleureux sur notre village. Et dans ce foyer chaleureux, ils ont donc la nourriture, l'alimentation, l'éducation, la santé, l'habillement, tout ce qu'il faut pour que l'enfant se développe convenablement, pour être un adulte responsable et épanoui. Alors, je voudrais insister sur le profil des enfants qui sont admis au sein de ces villages SOS. Donc, sur la base de quoi ces enfants sont recueillis? Ok, alors il faut dire que les enfants, il y a des normes qui régissent donc le fonctionnement donc, pour la prise en charge de remplacement, parce que c'est un secteur très sensible et qui a besoin donc de normes très précises pour guider et donc éviter tous les dérapages qui peuvent d'ailleurs être préjudiciables à l'épanouissement de l'enfant. Alors les enfants éligibles, l'élément commun, c'est les enfants privés de protection parentale ou qui risquent de perdre cette protection parentale. Ça veut dire quoi exactement? Justement. Ça veut dire un enfant dont les parents sont inconnus ou un enfant de manière complète orphelin et qui n'a pas de parents alternatifs pour sa prise en charge. C'est des enfants qui sont éligibles donc pour la prise en charge au niveau des SOS Village d'enfants. Ce qu'il faut noter, c'est que la prise en charge, l'élément clé, c'est la privation donc, de la protection parentale. La pauvreté ou la faiblesse des revenus d'un ménage n'est pas un élément d'éligibilité pour des enfants au niveau des villages SOS. Alors pour ce faire, c'est un exercice très délicat et nous le faisons de manière participative parce qu'il y a des commissions qui sont donc chargées de faire le travail dans le sens donc de collecter les informations. Nous appelons les enquêtes sociales. Et les enquêtes sociales sont conduites par une équipe pluridisciplinaire multisectorielle avec la participation donc, du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant et du ministère de la Justice et aussi de l'équipe des SOS. Alors ces équipes-là vont sillonner les familles, collecter l'information et ces équipes vont faire leur rapport qui va être apprécié. Et à l'issue donc des résultats de l'enquête sociale, la commission donc d'admission compose des autorités donc, de la localité. Il y a les autorités administratives, le préfet ou le maire, le directeur régional de la famille, de la femme et de l'enfant, le responsable, un représentant du ministère de la Justice. Il y a un ensemble de comités, un ensemble de personnes qui participent donc à cette sélection. Et c'est une fois que le comité donne son aval que SOS est mandaté pour accepter cet enfant sur son site. Alors d'accord, moi je veux savoir, à côté de cette procédure, est-ce qu'il est possible pour des tierces de vous appeler ou d'aller vers vous pour vous signaler des cas d'enfants en détresse? Est-ce que cette procédure également peut être admise? Oui, il faut dire que c'est tout à fait souhaité que toutes les questions, toutes les situations de violation des droits de l'enfant soient signalées pour que des dispositions soient prises. Pas forcément que toute violation des droits de l'enfant suscite une prise en charge de remplacement. C'est pour que les enfants puissent avoir leurs droits qui soient respectés, de manière à ce qu'on puisse leur consacrer donc, les conditions nécessaires pour leur développement et leur épanouissement. Cela dit, alors, une personne particulière peut nous interpeller par rapport à une situation d'un enfant qui a perdu la protection parentale. Mais nous ne prenons pas cela pour vérité absolue et nous agissons tout de suite. Nous prenons cela comme une information et nous allons remonter au service technique du ministère de la Famille qui, avec nos équipes, conduiront les enquêtes et les enquêtes vont déterminer quel est le mode de conduite ou la décision à prendre. Mais la décision est toujours une commission d'admission qui siège et qui apprécie les résultats et qui décide si l'enfant est éligible ou n'est pas éligible pour être admis. Alors, prendre en charge des enfants, cela nécessite forcément des moyens financiers. Est-ce que vous bénéficiez d'un quelconque soutien de particuliers ou de privés ou de ministère de tutelle? Qu'en est-il réellement? Oui, merci. Alors il faut que je profite de cette occasion pour dire merci au gouvernement de la République de Côte d'Ivoire qui, sur les 50 années, nous a été d'un appui inestimable et nous a permis donc de pouvoir assurer notre mission avec succès. Alors, il faut dire que le gouvernement nous accompagne essentiellement en ressources humaines. Nous avons du personnel qui vient donc des ministères partenaires, notamment le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, le ministère de la Santé et quelques personnels du ministère de la Fonction publique et de l'Action sociale.
Alors nous avons donc du personnel au niveau donc des villages qui sont des fonctionnaires, qui est l'appui du gouvernement ivoirien à la mission que nous conduisons. Il faut dire en passant que nous avons actuellement plus d'une cinquantaine de fonctionnaires qui sont des fonctionnaires de l'État pris en charge donc par le gouvernement et qui assurent un appui à la mission de SOS. Et je voudrais dire merci à ces ministères qui nous accompagnent. En dehors donc de cet appui du gouvernement, nous avons donc l'appui de ce qu'on appelle les parrains et les marraines, qui sont des individus, des personnes physiques ou des personnes morales qui, de manière volontaire et citoyenne, décident de parrainer un enfant, de parrainer une famille ou de parrainer tout le village. Et ces personnes nous ont soutenus et avec leurs ressources financières mises à notre disposition, ça nous permet donc d'assurer la prise en charge complète dont j'ai parlé tantôt. Il faut dire qu'il y a des sociétés et des entreprises également qui sont des entreprises citoyennes qui décident aussi de nous accompagner et qui parrainent soit un village, soit une famille ou soit un enfant et qui nous accompagnent avec des moyens qu'ils mettent à notre disposition et qui assurent donc nos ressources financières pour notre travail. Alors combien de pensionnaires comptent à ce jour les villages SOS Enfants de Côte d'Ivoire? Alors il faut dire que nous avons un processus qui est dynamique. Les enfants sont admis, comme je l'ai dit, en bas âge et ils vont en sortir à 23 ans. Sauf si, bien sûr, parce que nous avons un principe qui voudrait que nous puissions toujours nous aligner sur les lignes directrices des Nations Unies, qui voudrait que pour l'adéquation, nous puissions régulièrement vérifier l'adéquation de la prise en charge de remplacement pour cet enfant. Donc il peut arriver qu'un enfant reparte en famille si toutefois les enquêtes révèlent que l'enfant a des attachements. Alors pour ce qui concerne la prise en charge des enfants, de 7 à 23 ans, ils sont dans la famille. Ils sont dans la famille et comme je l'ai dit, l'alimentation est assurée, l'habillement, l'éducation et ça c'est pris en charge à part des ressources dont nous disposons et c'est payé sur la base donc, de nos budgets. En dehors donc, de ces contributions des parrains, des marraines, des sociétés et des entreprises, il faut dire que nous avons au niveau international le soutien de notre secrétariat général, le secrétariat général de la Fédération de SOS Village d'Enfants, je reviendrai là-dessus, et aussi de SOS Village d'Enfants France et SOS Village d'Enfants Pays-Bas. Alors, depuis, on va dire, la création de du premier village enfant SOS, les capacités d'accueil ont évolué dans le temps. Est-ce que vous le confirmez? Absolument. Alors, dites-nous, comment des particuliers peuvent soutenir votre action s'ils le désirent? Alors, c'est une très bonne question et je voudrais dire que c'est ouvert. C'est ouvert et d'ailleurs, cette occasion nous permet donc de clarifier et de faire aussi l'invitation pour que les citoyens ivoiriens, les entreprises, les sociétés puissent être des donateurs, des bienfaiteurs de SOS Village d'Enfants. Alors pour ce faire, il faut dire que notre capacité, bien sûr, s'est agrandie. De 1971, où on était avec un seul village, avec quelques familles, nous sommes actuellement à 3 villages et au sein de chaque village, nous avons à peu près 17 familles et chaque famille a 7 enfants. Donc on a à peu près 120, 140 enfants qui sont dans les familles et on a une cinquantaine de jeunes qui sont à l'extérieur du village que nous appelons habitat encadré. Alors pour nous soutenir, nous avons ce qu'on appelle le parrainage ou les donations. Alors pour le parrainage, ça se fait à travers donc, un protocole qui est signé entre le parrain, la marraine et SOS Village d'Enfants. Pour parrainer un enfant, c'est 5 000 francs CFA par mois, soit 60 000 francs pour l'année, et le paiement peut être échelonné par mois ou par trimestre. Alors pour parrainer une famille, c'est 250 000 pour la famille et 300 000 pour tout le village. Et comment peut-on vous contacter? Alors, on peut nous contacter aux adresses de village SOS pour ce qui concerne nos numéros de téléphone. Nous avons 05 46 35 18 64, qui est le numéro de téléphone donc, de la direction nationale. Alors, comme on a des villages sur les sites d'Abobo, d'Aboasso et de Yamoussoukro, je donne très rapidement les numéros. Pour Abobo, le numéro c'est 07 07 31 11 40. Pour Aboasso, 07 07 20 29 31. Pour Yamoussoukro, 07 07 33 10 22. En 50 ans d'existence, avez-vous le sentiment d'avoir beaucoup apporté dans le domaine de la protection de l'enfance? Si. Alors, 50 ans, nous avons beaucoup de résultats très élogieux et c'est avec fierté que nous allons célébrer les 50 ans.
Comme je le disais tantôt, alors 50 ans, beaucoup de jeunes et d'enfants sont passés par nos villages et nous avons actuellement plusieurs dizaines, sinon des centaines de jeunes cadres qui sont sortis des villages SOS et qui sont dans plusieurs administrations de la République de Côte d'Ivoire. Et rapidement, vos perspectives pour les 50 prochaines années? Pour les 50 années, nous pensons continuer notre mission donc, de la prise en charge de remplacement en renforçant donc bien sûr la qualité de la prise en charge et aussi diversifier et accroître nos sources de revenus en invitant la population d'une manière générale, les sociétés, les entreprises citoyennes à pouvoir parrainer et supporter les actions de village SOS en Côte d'Ivoire. Et nous avons aussi en perspective de pouvoir renforcer notre secteur plaidoyer, qui est un élément déterminant pour pouvoir apporter un appui aux jeunes pour leur employabilité, qui est un facteur assez pesant sur les jeunes actuellement. Et c'est sur ces mots, mesdames et messieurs, que se referme ce dimanche magazine consacré au bilan pour ce qui concerne le cinquantenaire des villages SOS Enfants de Côte d'Ivoire. Nous recevions dans ce cadre M. Oumarou Akouala, le directeur national SOS Village d'Enfants de Côte d'Ivoire. Merci de nous avoir suivis. Agréable début d'après-midi. Dieu garde la Côte d'Ivoire.